Le 9 janvier dernier, un nouveau chapitre s'est ouvert pour la dynastie Dassault. Un changement discret de pouvoir pour une entreprise qui n'a eu que 4 patrons en près d'un siècle. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Cette semaine, on plonge dans les coulisses d'un groupe stratégique pour la France en plein chamboulement. Dassault, un empire bleu-blanc-rouge. Épisode 1, une passation sous haute tension. Pour débuter notre série, je vous emmène aux 9 ronds-points des Champs-Élysées à Paris. C'est ici qu'on entre au cœur de l'empire Dassault. Il faut pousser les grilles en fer forgé, grimper quelques marches en pierre, et nous voilà dans le salon d'entrée de l'hôtel d'Espérant. Au mur, on aperçoit l'un des derniers exemplaires de l'hélice Éclair, première invention en 1916 de Marcel Dassault, le fondateur du groupe. En dessous, son portrait aligné avec ceux de ses fils, Claude et Serge, et celui de l'un de ses petits-fils, Olivier. On trouve aussi beaucoup de photos d'avions, des clichés d'Olivier Dassault dans l'une des salles de travail. Et si on marche un peu plus loin dans le couloir, on se retrouve dans le bureau qu'occupait autrefois Serge Dassault. Depuis sa mort, le 28 mai 2018, la pièce est restée inoccupée et aucun de ses enfants ne s'y installera. Le patriarche s'en est assuré. Comment perpétuer l'héritage d'un homme qui a bâti un empire colossal entre aviation, industrie numérique et influence politique? On vous raconte l'enjeu de cette succession pour Dassault. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'accueille l'une des journalistes qui a travaillé sur cette grande enquête pour l'Express. Béatrice Mathieu, grand reporter spécialiste de l'économie, m'a rejoint en studio. Bonjour Béatrice. Bonjour Charlotte. Béatrice, presque tout le monde connaît le nom Dassault, mais est-ce que tu peux nous rappeler ce que représente cet empire économiquement ? Alors c'est une véritable institution industrielle en France. Il y a 3 piliers majeurs. Dassault Aviation, c'est les avions militaires comme le Rafale, les Mirage, mais aussi les jets d'affaires avec le Falcon. Dassault Systèmes, ça c'est un leader mondial dans les logiciels spécialisés 3D, mais c'est plus même qu'une pépite tech, c'est un vrai géant mondial dans son secteur. Les médias évidemment avec le groupe Figaro. On pourrait rajouter aussi la culture et l'art avec la maison de vente Art Curial, qui est devenue aujourd'hui une des plus grandes maisons de vente au monde. Et puis aussi il y a de l'immobilier et des vins. Bref, Dassault, c'est un mastodonte. Il y a quasiment 20 000 salariés à travers le monde, 6,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023 pour Dassault Aviation et une fortune familiale, parce que c'est aussi une famille derrière, estimée à près de 23 milliards d'euros. Bref, c'est l'une des familles les plus puissantes de France. Et à quand remonte la création du groupe ? À très longtemps, quasiment un siècle, même un peu plus d'un siècle. Tout commence avec Marcel Bloch. Au début du XXe siècle, c'est un ingénieur aéronautique. Il invente en fait de nouvelles hélices, l'hélice Éclair. Puis il se lance dans les années 30 en fait dans la conception d'avions, notamment pour l'armée française. Il crée sa propre entreprise, la Société des avions Marcel Bloch. Mais il est juif et il est déporté en 1944 avec sa famille. À la Libération, il change de nom, ça sera Dassault, comme Char Dassault, le nom de code de son frère dans la Résistance. En 1951, il propose à son fils Serge d'entrer dans l'entreprise qu'il a créée. Serge Dassault qui va devenir lui aussi une figure très importante pour l'entreprise familiale. Oui, une figure aussi majeure dans l'écosystème français, un capitaliste. Serge a fait l'école polytechnique, il a un goût de la technique, c'est un très bon mathématicien, physicien, il a une passion pour l'aéronautique comme son père. Sauf que entre Marcel et Serge, le courant passe mal. Marcel le tient à distance. Il n'y a pas de complicité entre le père et le fils. Ça va être très, très compliqué. Et le fondateur, Marcel Dassault, lui préfère même le petit-fils, le fils de Serge, Olivier Dassault. Il répète qu'il laissera à Olivier la présidence de son groupe, alors qu'il n'a jamais rien dit de semblable pour son fils Serge. Ça sera une blessure tout au long de sa vie pour Serge et qui explique aussi beaucoup de la suite de l'empire familial. La mort de Marcel Dassault le 17 avril 1986 donne lieu à un hommage exceptionnel aux Invalides. Jacques Chirac, un très bon ami de la famille, est même présent. Qu'est-ce que le fondateur a prévu pour assurer sa suite ? Mais rien. Il n'y a à l'époque aucune consigne. C'est au conseil d'administration de décider. Serge Dassault est finalement élu à une voix près. Je suis par nature, si je puis dire, le successeur de l'ensemble des actifs du groupe. J'espère être digne
digne de mon père. Alors, ces années-là vont être aussi des années de conquête et de transformation incroyable du groupe Dassault avec Serge Dassault. Il a su moderniser l'entreprise, il en fait une référence mondiale, il dirige le groupe avec une poigne de fer pendant des décennies. Il consolide évidemment l'héritage industriel tout en le diversifiant dans des secteurs comme les médias, l'immobilier, le vin. Il dirige aussi avec une vision très très personnelle. Il est souvent considéré comme le patriarche. Il a très très fortement marqué lui aussi ses enfants. Et même chose que son père avec lui. Serge critique vertement ses enfants, jusque parfois à les humilier publiquement. On va donc s'intéresser à cette deuxième succession. Après sa disparition en mai 2018, Serge Dassault a laissé derrière lui 4 enfants, Olivier, Laurent, Thierry et Marie-Hélène. Ces enfants ont chacun une personnalité, chacun des ambitions différentes. Laurent s'est concentré sur l'industrie. Thierry et Marie-Hélène jouent des rôles plus en retrait. Et puis Olivier, c'est le député. Et c'est le seul héritier potentiel vu par Serge Dassault. C'est l'aîné, souvent perçu comme le successeur naturel. Sauf qu'Olivier meurt tragiquement dans un accident d'hélicoptère en 2021. Et ça va bouleverser l'ordre de la succession. Cette information de dernière minute, la mort accidentelle d'Olivier Dassault, fils de l'industriel Serge Dassault. L'hélicoptère dans lequel le pilote a également trouvé la mort s'est écrasé aujourd'hui entre Deauville et Honfleur sur la côte normande. Le président de la République salue ce soir l'un capitaine d'industrie qui ne cessa de servir la France. Olivier Dassault avait 69 ans. Alors Serge a toujours affirmé que ce serait à ses enfants de décider qui dirigerait le groupe après son départ. Alors pour les y aider, il met en place un comité des sages en 2016. C'est un cénacle en fait de personnalités extérieures à l'entreprise chargé de conseiller les héritiers dans le pilotage du groupe familial. Alors dans son livre Dassault de Marcel à Serge, paru en 2017, Claude Carlier cite Serge Dassault. J'ai fait mon choix pour ma propre succession en nommant Charles Edelsten au poste de président statutaire successif. Ce sera à lui, en concertation avec la famille et avec l'aide du comité des sages, de nommer le sien le moment venu. Donc à sa mort en 2018, son bras droit, Charles Edelsten, prend donc la suite. C'est un membre historique du groupe. Il ne fait pas partie de la famille, mais il fait partie du clan Dassault. C'est l'ancien patron de Dassault Aviation et surtout le fondateur de Dassault Systèmes. Et quelle était la relation entre les deux hommes ? Une relation avant tout professionnelle, mais teintée d'une grande confiance mutuelle. Edelsten était depuis longtemps un pilier du groupe. Il a occupé des fonctions clés. Comme j'ai dit, il était directeur général de Dassault Aviation. C'est un homme de l'ombre avec une connaissance parfaite de l'entreprise. Serge voyait en lui non seulement un gestionnaire hors pair, mais aussi quelqu'un qui partageait les valeurs fondamentales du groupe, l'excellence et la discrétion. Nous sommes contents de fêter nos 100 ans parce que nous avons quand même tout un héritage derrière nous. Et donc, c'est un grand événement pour une profession, surtout une profession qui est encore aujourd'hui, et je pense pour de nombreuses années, une industrie de pointe. Sauf que les années passent et il a atteint la limite d'âge qui était fixée dans les statuts du groupe. Alors il y a 2 ans, il avait été prolongé encore de 2 ans à la tête du groupe, sauf qu'aujourd'hui il a 87 ans et il a atteint véritablement la limite d'âge pour diriger. Et le conseil de surveillance, la famille, a décidé de lui désigner un successeur. Et les candidats à la présidence du groupe ne manquent pas, mais parmi les noms étudiés par le Conseil des sages, un détail saute aux yeux, aucun ne fait partie de la maison Dassault. Béatrice, tu l'as dit, Charles Edelsten n'était pas lui non plus un membre de la famille Dassault, mais il était proche du clan. Oui, mais Edelsten a été désigné par Serge, pas élu. Avant son décès, Serge avait pris soin de préparer cette transition. Edelsten avait déjà une forte légitimité au sein du groupe et auprès des partenaires industriels, ce qui a quand même facilité les choses, même si certains membres de la famille avaient pu s'interroger sur ce choix. On a évoqué Olivier Dassault, l'héritier tout désigné, tragiquement décédé dans un accident d'hélicoptère. Si on regarde au sein de la famille, est-ce qu'il y a d'autres membres qui sont envisagés pour prendre la suite d'Edelsten ? Non, l'option que l'un des descendants de Serge prenne les manettes du groupe a en fait rapidement été écartée. En réalité, elle n'a même pas été envisagée. Alors Serge était pragmatique. Il savait que la gestion d'une entreprise de cette envergure nécessitait des compétences et une expérience spécifique. Aucun membre de la famille n'avait vraiment le profil, ni même l'envie de prendre les rênes de l'entreprise. Alors,
Plusieurs options ont été envisagées. Certains membres de la famille ont même poussé leur propre champion. Ça a été le cas de Laurent Dassault qui a poussé Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre. Sauf que sa proximité avec la Chine a fait tiquer le conseil de surveillance et certains autres membres de la famille, et cette option a été rapidement écartée. Et alors, on a regardé, en fait, en dehors de la famille, mais quand même dans l'entreprise. Et en fait, il y a 2 grands barons dans l'entreprise. Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation, et puis Bernard Charlès, celui de Dassault Systèmes. Et puis, il y en avait un troisième, en fait, Olivier Costa de Beauregard, qui est l'homme des chiffres de tout le groupe. Alors, à un moment, ils ont imaginé monter un triumvirat avec ces 3 hommes. Triumvirat, c'est toujours très compliqué, puis ça finit mal. Et donc, en réalité, il a fallu trancher entre les 2 hommes les plus puissants du groupe, Trappier et Charlès. Et quels sont les arguments de chacun pour convaincre les héritiers ? Alors, Trappier, c'est un proche de la famille. Il a été nommé à la tête de Dassault Aviation en 2012. C'est surtout lui qui a décroché les premiers contrats d'exportation du Rafale. Et ça a changé tout pour Dassault Aviation. Il a le poids de l'image. Dassault, c'est d'abord des avions. Alors, Charlès, lui, c'est un proche d'Edelstenne, avec qui il a fondé Dassault Systèmes. Dassault Systèmes, c'est une formidable réussite. Et c'est plus qu'une start-up, c'est une entreprise gigantesque qui a une capitalisation boursière 3 fois plus élevée que Dassault Aviation. C'est la véritable cash machine du groupe. Et certains disent en interne, c'est un peu un Elon Musk à la française, sans les frasques d'Elon Musk. Alors le combat a été très serré, mais la famille a fini par trancher. Et on sait aujourd'hui que c'est Éric Trappier qui a obtenu la direction du groupe. Je connais bien ce groupe, je connais bien la famille Dassault, et donc c'est une grande fierté aussi de pouvoir aider à diriger ce groupe. Oui, il a été choisi par la famille. Alors, il va cumuler son poste de PDG de Dassault Aviation et celui de directeur général de la holding. Et puis, en plus, il a une autre casquette qui compte beaucoup en France. C'est le président de lui-même, le très, très puissant syndicat de la métallurgie. Charlès reste à la tête de Dassault Systèmes. La seule chose qu'il obtient, il n'y aura pas de lien de subordination avec Trappier. Ça, c'est quelque chose de très important. Et il va dépendre directement du conseil de surveillance, donc de la famille. J'imagine que cette nomination, ça a dû attiser les tensions entre les 2 hommes. Béatrice, est-ce que cette cohabitation peut tenir ? Alors, officiellement, en interne, tout va très bien. Il n'y a pas de guerre de tranchées. Tout se passe bien. À voir sur le long terme comment, en fait, la relation entre les 2 hommes va évoluer. En réalité, c'est surtout un changement très symbolique dans l'histoire du groupe, parce que pour la première fois, ce n'est pas un membre très très proche du clan Dassault, ni un membre de la famille Dassault qui va prendre les rênes du groupe. Et comment cette transition avec Éric Trappier a-t-elle été perçue à l'extérieur, notamment par les investisseurs et les partenaires industriels ? C'est une transition stratégique, ancrée malgré tout dans la continuité. Trappier, qui était déjà très impliqué dans l'entreprise depuis très longue date, notamment à des postes de direction commerciale, avait une réputation d'excellent négociateur sur le marché international, particulièrement dans le domaine des contrats d'armement. Pour les investisseurs et les partenaires industriels, sa nomination, c'est un signal fort. Dassault continue de privilégier l'expertise interne et la montée en puissance des talents formés dans l'entreprise. Béatrice, est-ce que la vision d'Éric Trappier pour l'avenir du groupe s'inscrit dans la continuité de celle de ses prédécesseurs ? Oui, Serge a dirigé l'entreprise dans une logique de croissance solide. Ça a permis à Dassault de se positionner comme un leader mondial dans l'aviation de défense. Trappier, lui, a pris en compte les nouvelles réalités du marché. Les technologies évoluent rapidement. Il faut adapter le modèle Dassault, réfléchir à l'avion de combat du futur. Son objectif, c'est que Dassault continue d'être le leader, non seulement dans le secteur de la défense, mais aussi dans l'innovation technologique. L'indépendance, c'est une valeur fondamentale chez Dassault et Trappier en est très conscient. Est-ce que cette passation extra-familiale marque aussi un changement stratégique chez Dassault ? Non, Marcel et Serge ont imprimé une très forte identité familiale au groupe. Confier les rênes à un dirigeant extérieur, c'est marquer une rupture dans cette tradition, mais c'est pas quelqu'un qui est aussi complètement extérieur au groupe. Donc, le poids de l'entreprise familiale Dassault
Dassault et de la vision de long terme, en fait, de la pérennité de long terme de l'entreprise, qui est la clé d'une entreprise familiale, ça, c'est encore là. Merci Béatrice pour ces éclairages sur la succession Dassault. On comprend mieux les enjeux de cette passation de pouvoir et tu reviens demain pour la suite de cette série. À demain. Chers auditeurs, dans le prochain épisode, on s'intéressera à Dassault Aviation et son succès, le Rafale. Alors pour ne pas rater ce podcast, pensez à suivre La Loupe sur votre plateforme d'écoute, par exemple Acast, Spotify ou Apple Podcast. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous mettre des étoiles et nous écrire des commentaires. Dassault, un empire bleu-blanc-rouge est une série originale de La Loupe, écrite par Léa Bertrand et réalisée par Jules Gros.